Bonsoir à tous, bienvenue sur C'est Demain. Vous regardez votre magazine d'information 7 jours en Chine. Le ministre de la Culture, Cai Wu, a annoncé les plans du pays concernant les prochaines réformes et le développement du secteur culturel. Des plans ambitieux pour 2014 ont été présentés lors d'une conférence de presse. Cai Wu a exprimé la détermination du gouvernement à poursuivre sur les succès de l'année 2013 et continuer la réforme culturelle en Chine, notamment en accélérant la mise en place des projets en cours. 2014 est une année cruciale pour mettre en place de nouvelles réformes dans le secteur culturel. Nous avons besoin d'améliorer l'efficacité des procédures administratives, d'encourager les entreprises culturelles à établir des formes avancées de structures internes et d'améliorer la gestion des bibliothèques, musées et centres culturels publics. Le Fonds artistique national a été établi fin décembre l'année dernière et a pour but principal de soutenir les compagnies et les individus créatifs dans la partie continentale de la Chine. Elle fait partie des nombreux efforts de la Chine visant à encourager la créativité culturelle. Le gouvernement prévoit également d'améliorer les services culturels dans le pays en rendant l'accès gratuit à de plus nombreux sites culturels publics ouverts à la population. Les reliques culturelles du pays sont fortement menacées par l'urbanisation, un problème auquel la Chine souhaite s'attaquer en 2014. Nous voulons explorer le meilleur de la culture chinoise et lui redonner vie de façon créative afin d'échanger avec le reste du monde sur le plan culturel. Cet échange comporte une partie commerciale ainsi que des programmes de promotion, de compréhension mutuelle au niveau culturel. La question des lourdes taxes sur les entreprises du secteur de la culture a été posée lors de la conférence de presse. Tsai a admis que la taxe de 30% sur le revenu total était une lourde charge et a révélé qu'un plan d'allègement était en cours d'élaboration. Le gouvernement prévoit aussi de soutenir les PME du secteur culturel et de lancer une série d'enchères afin de venir en aide aux jeunes entreprises. Nous souhaitons encourager le secteur financier à utiliser de nouveaux outils et soutenir l'industrie culturelle. Le Fonds artistique national est dirigé par les représentants locaux et vise à soutenir la créativité des individus ainsi que des entreprises. L'initiative sera supervisée par un comité d'experts et durera 3 mois pour un total de 2 milliards de yuans déployés. Les analystes pensent que 2014 pourrait être l'année du plus grand changement au niveau culturel en Chine, si les mesures annoncées sont mises en place comme convenu. Le 23 février, plusieurs générations d'étudiants chinois en France se sont réunies à Beijing, à l'ambassade de France. C'est en 1964 que la Chine a envoyé ses premiers étudiants en France. La Cité interdite propose des billets à prix flexible ainsi que des forfaits annuels pour les visiteurs réguliers. Le nouveau plan permettra de limiter le nombre de visiteurs afin que le musée dispose de plus de temps pour la maintenance et les réparations. Le musée se prépare aussi à étendre sa surface ouverte aux visiteurs. Une rencontre après tant d'années, des photos souvenirs. Ce sont les premiers étudiants chinois à avoir suivi des études en France après l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1964 et sont témoins des premiers échanges universitaires Chine-France. Liu Jiaxiang est l'un d'eux. Il est parti à Rennes en 1964. Notre vie à Rennes, il nous reste encore des images très neuves. Par exemple, nous avons présenté premièrement les rouleaux de printemps à nos amis français. Nous avons même pu projeter un film, L'Orient Rouge, dans la grande salle de la cité universitaire de Beaulieu, à Rennes. Depuis cette époque, le chemin parcouru est considérable. En 1964, vous étiez 182. Et aujourd'hui, chaque année, il y a plus de 10 000 étudiants chinois qui partent faire leurs études en France. Et si on additionne les différentes promotions, actuellement, il y a 35 000 amis chinois qui sont en cours d'études dans un établissement français. Et la communauté estudiantine chinoise est désormais la première de France. Si bien qu'il n'y a quasiment plus un campus en France aujourd'hui où on n'entende pas parler chinois.
L'engouement des Français envers la culture chinoise est tout à fait comparable. Il y a actuellement 6000 étudiants français en Chine, ce qui en fait la première communauté européenne en Chine. Selon le ministre, la tradition d'accueil des étudiants chinois en France remonte à 1921 et à la création de l'Institut franco-chinois de Lyon. C'est par cette ville que le président chinois Xi Jinping entamera sa visite en France en mars. En octobre dernier, le musée de l'ancien palais impérial à Beijing, également appelé la Cité interdite, a établi un institut de recherche pour combler les vides dans la recherche académique. À présent, l'institut a lancé une série de nouveaux programmes, incluant l'étude des mystérieuses inscriptions sur les œuvres. L'Institut de recherche du musée de l'ancien palais impérial a lancé mardi 11 nouveaux programmes. Celui qui attire le plus d'attention a pour objet l'étude des plus de 20 000 inscriptions oraculaires gravées sur os et conservées au musée. Les experts et les chercheurs visent à décoder les plus anciennes formes de caractères chinois. Les inscriptions oraculaires gravées sur des os ont été utilisées pour la première fois sous la dynastie des Shang. Avec une histoire de plus de 3000 ans, ce sont les plus anciens et les plus mystérieux caractères. Par conséquent, leur étude est très difficile. J'espère qu'on pourra faire des progrès dans les 5 prochaines années. Dans le même temps, le musée de l'ancien palais impérial de Beijing va collaborer avec son homologue de Taipei sur une nouvelle recherche sur des articles en bronze. Cette fois-ci, nous nous focaliserons sur des pièces de bronze qui portent des inscriptions antérieures à la période des Qin. On compte environ 15 000 de ces bronzes dans le monde. Le musée de l'ancien palais impérial de Beijing a 1600 pièces et celui de Taipei en a 400. Un programme postdoctoral est aussi prévu qui attirera des thésards à la fois de Chine et de l'étranger afin de mener notamment des études en archéologie et en préservation des reliques culturelles. Un programme postdoctoral est une chose rare dans le cadre d'un musée, mais je pense que cela va aider le musée de l'ancien palais impérial sous plusieurs aspects dans le futur. Le musée de l'ancien palais impérial va aussi rechercher activement des projets de coopération avec des universités et des instituts, à la fois en Chine et à l'étranger. En 2013, le musée du Palais a accueilli environ 14 millions de visiteurs, en faisant l'un des musées les plus visités du monde. Cela représente environ 5 millions de visiteurs annuels de plus que le Louvre. Et gérer une telle foule s'avère une lourde tâche pour le musée et son personnel. En réponse à ce problème, le musée a déjà entrepris de fermer le lundi, durant la saison morte, et il envisage à présent d'introduire des forfaits mensuels et annuels. Et les prix des billets pourront varier davantage selon la saison. Le prix en hiver est de 40 yuan et de 60 yuan en été. Je pense que la différence de prix est trop faible. Nous ne voulons cependant pas augmenter le prix juste pour l'augmenter, mais nous voulons nous accorder sur ce qui est raisonnable. Je pense aussi que proposer un forfait pour les visiteurs réguliers est une bonne idée. Le palais de Suning et le palais Shokang font partie des aires qui seront nouvellement ouvertes au public en 2015. Les rénovations extérieures sont presque achevées et le personnel travaille à présent à la restauration intérieure. Le palais de Suning était le lieu de résidence de la mère de l'empereur. Il n'a jamais été ouvert au public auparavant. Nous resterons tout dans sa forme originale, y compris la disposition des meubles dans les chambres. Une fois que les nouvelles aires seront prêtes, la proportion du musée du palais ouverte aux visiteurs passera de 52 à 65%. En cette période de l'année, les Tibétains de Chine et du monde entier célèbrent Losar, soit le Nouvel An tibétain. Selon le calendrier tibétain, le Nouvel An tombe le 2 mars cette année. Un grand spectacle où se mélangent des chants et des danses traditionnelles est actuellement en cours de répétition. Les Tibétains ont la musique et le rythme dans la peau. Il va donc sans dire qu'un gala de Nouvel An ne serait pas complet sans chants et danses traditionnels tibétains. Cette année, un groupe composé de 60 personnes venues du district de Boni ont été invités à se produire sur scène. Leurs costumes ont été finement brodés et rehaussés de décorations et de pompons colorés. Lu Dingxiang, directeur adjoint du département de la publicité du district de Bomi, nous en dit plus sur la création de ces costumes. La façon dont les femmes du district de Bomi s'habillent aujourd'hui remonte aux générations précédentes. On peut même faire remonter cela à plus de 1300 ans. Et regardez le chapeau que ces dames portent. Cela ressemble au casque des anciens soldats tibétains. Nous sommes plus qu'heureux de participer au gala et de présenter nos danses traditionnelles. Les enfants sont aussi de la partie.
Le plus jeune d'entre eux a seulement 4 ans. C'est la 3e fois que Kelsang Tashi participe au gala du Nouvel An. J'étais très nerveux les 2 premières fois sur scène. Je ne le suis plus cette fois-ci. Je participe à 3 numéros différents cette année. Le gala du Nouvel An tibétain sera diffusé sur la Tibetan Satellite TV le 1er mars. À Shanghai, le nombre de citoyens chinois qui épousent des étrangers n'a pas beaucoup changé ces dernières années. Mais ce qui a changé, c'est la composition des couples. Cela s'explique car de plus en plus de Chinois épousent des étrangères, une pratique qui était réservée aux femmes dans le passé. Voici la fleur qu'a reçue Yang Qingqing de son mari allemand lors de la Saint-Valentin. Il lui a apporté une fleur chaque jour depuis qu'ils se sont rencontrés à Shanghai en 1998. À cette époque, Mme Yang était une artiste qui se spécialisait en conception d'images. M. Brandt, d'1 an son cadet, travaillait dans le même domaine et venait d'arriver en ville. Un journal a invité Mme Yang à interviewer certains artistes à Shanghai et a débuté par M. Brandt. C'est avec cette rencontre que leur relation a débuté. Dès que je l'ai vue, j'ai pensé qu'elle pourrait être ma femme, alors j'ai décidé qu'au lieu de laisser faire l'entrevue, ce serait moi qui lui poserais des questions. Et la première a été « Avez-vous un amant ?» Et c'est comme ça que notre relation a débuté. Yang Qingqing confie que ses parents se sont opposés à leur relation au début. La première fois qu'il est venu à la maison, il a donné un globe terrestre à mon père. Il l'a fait tourner et a mis le doigt sur un point et il a dit qu'il voulait amener sa fille là-bas. Mon père a tourné les talons sans dire un mot. Ma mère lui a demandé s'il allait vendre sa fille une fois rendue à l'étranger. Malgré leur opposition, Yang Qingqing a épousé Alexander Brandt en 1999. Ils ont vécu plusieurs années à Paris et sont revenus à Shanghai pour monter leur propre affaire. Avec l'aide de Yang Qingqing, Alexander a pu mieux connaître la culture chinoise et remporter plusieurs contrats publics, dont celui du design multimédia du pavillon de la Chine à l'Expo de Shanghai. Les relations comme celle-là se voient depuis des années. Ce qui est en revanche moins répandu, c'est le mariage entre Li Ming, un Chinois de 30 ans, et une Française de 25 ans, Alice Garcia. Li Ming a rencontré Alice lors d'une fête alors qu'il étudiait à l'étranger. Bien, c'est le fait qu'il est chinois qui m'a d'abord intéressé à lui. Très doux, agréable et qui veut s'occuper de moi. Il voulait payer pour le dîner et il a payé. C'est la manière dont il s'est distingué d'un Français ou d'un Européen. Après être devenu officiellement un couple, Li Ming est revenu en Chine pour poursuivre sa carrière et Alice l'a suivi. Li Ming dit que sa famille n'a pas eu de problème à accepter Alice du moment où leur couple fonctionnait bien. C'est parfois difficile de communiquer, mais ça va. Vous savez, sans les problèmes de langue, il n'y a pas vraiment de dispute. Les autorités locales disent que plus de 3000 citoyens chinois ont enregistré leur union avec des étrangers l'année dernière à Shanghai. Ce chiffre n'a pas beaucoup évolué lors des 10 dernières années, mais de plus en plus d'hommes épousent des femmes étrangères. De moins en moins de femmes à Shanghai épousent des étrangers. En 2004, plus de 60% de ces unions impliquent des femmes de Shanghai avec des étrangers. Ce nombre s'est établi à 52% l'année dernière. Mais le nombre d'hommes qui épousent des étrangères est passé de 10% à 21% lors de la même période. Li Ming et Alexander disent que les différences culturelles créent encore des problèmes, mais grâce à l'amour et à la communication, les différences sont facilement résolues. C'est la fin de votre magazine. Merci de votre fidélité. Rendez-vous avec l'information la semaine prochaine sur C'est demain à 22h30.